Salut les gauchistes, j'espère que vous allez bien. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on regarde le portefeuille de Warren Buffett et sa performance. Pour ce faire, on va utiliser InvestIQ comme d'habitude. Je te rappelle que si tu veux accéder à InvestIQ, il te suffit de t'abonner à mon Patreon. C'est gratuit pendant 7 jours. Et si ça te plaît pas, t'annules. Si ça te plaît, bah, tu continues. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, pour rappel, hein, InvestIQ, tu as l'onglet Analyse de portefeuille ici. Tu as plusieurs options. Soit tu utilises les clés API de Trading 212, Trade Republic ou de Giro. Et si, par exemple, Warren n'utilise aucune de ces applications, tu peux venir créer un fichier Excel. C'est ce que j'ai fait pour Warren Buffett. Voilà, j'ai créé ma petite liste de stocks et d'actions qu'il a. Et donc, je l'ai chargé. Je te montre quand même pour te créer, si tu as Trading 212, voilà, je te montre mon compte. Si tu veux te créer une clé API, je te rappelle, tu cliques ici, tu cliques sur Paramètres, tu cliques sur Generate API Key. Il faut que tu aies Metadata et il faut que tu ajoutes Portfolio. Si tu as Portfolio, tu fais Generate. Et là, cette clé, il suffit que tu la copies et tu viens la coller ici. Bon, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, on va aller regarder Warren Buffett. C'est ce que donc le portfolio que j'ai chargé. Donc Warren Buffett, premier élément de comparaison, c'est la comparaison avec le S&P 500. C'est vraiment le bon indicateur de comparaison de performance, hein, historique. Donc là, on part fin 2013, on finit fin 2023. Les deux portfolios sont normalisés, donc ils partent à la même valeur au même instant. Et on voit le résultat final. Donc ce qu'on voit, c'est que le portefeuille de Warren Buffett a un retour annualisé de 11,42%. Donc c'est un très bon retour. Et le S&P 500, on a 9,72, donc il surperforme le S&P de quasiment 2%. Après, voilà, c'est de ce qu'on dit de Warren Buffett, qui est quand même le mec exceptionnel, etc. On est sur une surperformance de 2% annualisée sur 10 ans, donc c'est très bon. Mais on n'est pas non plus sur un truc foufou, exceptionnel. Je pense que tout investisseur particulier peut réussir ce type de performance-là sans trop de problèmes, avec un peu de recherche et les outils qui vont bien. Donc voilà, c'est bien, c'est une surperformance. Par exemple, si tu compares avec le portefeuille de Clément Bravo ou le mien que je t'ai présenté dans les vidéos précédentes, voilà, bah, on éclate le S&P 500 sur les 10 dernières années, mais de manière beaucoup plus importante. Voilà. Ensuite, donc là, Monte Carlo, ça va pas être très pertinent parce que bah, Warren Buffett, dans 10 ans, il est probable qu'il soit plus parmi nous. Il n'empêche que voilà, on peut se tourner sur des valeurs qui ne font aucun sens pour nous particuliers. Donc je vous propose qu'on zappe Monte Carlo. Ensuite, donc regardons sa diversification. Ce qui a fait que Warren Buffett est très connu, c'est son investissement dans Apple, qui a été un très bon pari. Et qui du coup aujourd'hui, Apple représente environ 50% de son portefeuille. Voilà, donc il est ultra concentré. Et ça vous montre aussi que ceux qui vous disent il faut vous diversifier, plein d'ETF, c'est génial les ETF, parce qu'on investit dans 500 entreprises, nanana. Bah, finalement, c'est pas avec ça qu'on fait de la surperformance, hein. La surperformance, elle passe par de la concentration sur des boîtes très qualitatives. Et voilà, donc là, on a l'exemple pur, Apple. Voilà, après, bien sûr, plus vous vous concentrez, plus vous prenez du risque. Et donc, c'est le pari, hein. Donc, Apple. Après, il a Bank of America. Il aime beaucoup les bancaires. Enfin, il en a surtout celle-là. Des boîtes de crédit. euh, et là, en ce moment, donc bien sûr, c'est son portefeuille actuel. C'est-à-dire qu'il précédemment, il a détenu beaucoup plus de boîtes dans le pétrole. Aujourd'hui, c'est principalement Chevron et Occidental Petroleum. Les deux, mais vous voyez qui prennent une grosse part de son portefeuille. Et après, on a plein de boîtes qu'on voit pas tellement c'est petit. Mais en fait, si vous voulez, lui, il a tellement énormément d'actions que voilà, pour nous, c'est énorme. Pour lui, c'est pas grand-chose. Donc Moody's, qui va être boîte de notation des crédits de la dette des États, Coca-Cola. Toutes ces boîtes un peu historiquement connues, voilà, qui lui ont permis de faire partie des super investisseurs. Si on regarde son Deep Finder, donc le Deep Finder, je te rappelle, c'est sur les 200 derniers jours, quels sont comment se trade les actions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles se trade plus cher ou moins cher que ce qu'elles ont fait dans les 200 derniers jours. Là, ce qu'on voit, donc en vert, c'est tout ce qui se trade beaucoup plus cher, donc qui est potentiellement cher actuellement, et tout ce qui se trade beaucoup moins cher, donc qui est potentiellement sous-évalué. Donc là, on voit ces quelques boîtes, donc on retrouve son Coca-Cola qui est légèrement surévalué. Si on recherche Apple, voilà, donc qui se trade de cher, qui fonctionne toujours bien. Mais on voit quand même qu'il a une bonne partie de son portfolio qui est en train de crever, voilà, qui diminue fort. Voilà. Donc, je sais pas trop.
pourquoi ils conservent tout ça. Après, il faut voir que c'est le genre de personnes, ils gèrent tellement de fonds qu'ils ne raisonnent pas du tout comme nous. C'est-à-dire que nous, on pourrait se dire, bon allez hop, Déo, au moins 17%, c'est en train de mourir, on arrête. Après une analyse, etc. bien sûr. Sauf que lui, il peut pas se dire ça parce qu'il gère 300 milliards, enfin, il gère des sommes astronomiques. Donc il ne peut pas juste se séparer de ça comme ça et dire à ses investisseurs, voilà, j'ai supprimé cette action. C'est beaucoup plus difficile à gérer pour lui. Ce que j'aime bien dans son portefeuille, c'est sa matrice de corrélation. Je te rappelle, hein, à gauche et en bas, c'est les mêmes actions. Et c'est juste, plus ça va être rouge, c'est-à-dire plus deux actions sont corrélées, plus c'est blanc, plus elles sont décorrélées. Donc ça veut dire que par exemple ici c'est très blanc, même en négatif. Donc KR et STNE se comportent quand l'une monte, l'autre descend. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment à l'inverse, complètement décorrélées. Ça c'est intéressant de voir que cette boîte-là, KR, est vraiment ultra décorrélée de tout le reste. Elle se comporte très différemment de tout le reste de son portefeuille. Il en a quelques-unes comme ça. Il a DVA qui vient vraiment comporter, vous voyez, dès que c'est très blanc comme ça, on voit, et KHC qui vont venir se comporter à l'inverse complet de son portefeuille. Et ça, à mon avis, ça le protège. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, il a d'autres actions qui sont très corrélées, mais ça m'étonne pas. Donc NVR et DHI. Alors là, ça m'intéresse, on va aller le voir. Parce que moi, je le dis, je possède du NVR, parce que je trouve que c'est une boîte excellente. Donc c'est une boîte qui fabrique des maisons, qui construit de construction de maisons d'habitation aux États-Unis. Donc NVR qui a des performances historiques exceptionnelles. Et du coup, je me suis interrogé, DHI, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi est-ce qu'ils sont corrélés comme ça? Et est-ce que ça pourrait pas m'intéresser pour venir équilibrer, ne pas avoir que NVR dans mon portfolio? Donc NVR, on va aller regarder. J'ai été le faire dans l'analyse d'action, je l'ai téléchargé. Donc DHR, ce que ça veut dire, c'est DR Horton. Donc c'est pareil, ils fabriquent des maisons d'habitation aux États-Unis. C'est exactement comme NVR. Et je trouve qu'ils sont assez intéressants. Donc je vous montre pourquoi. Déjà, le rendement annuel, bon là, lui, il est pas très bon à 8,5, donc c'est moins que le S&P 500. Et aujourd'hui, on est très surévalué. Vous voyez dans la courbe de régression, là, on est sur plus d'un écart type, donc on est dans la plage de surévaluation. Donc de ce point de vue-là, moi, j'irai pas acheter des HR aujourd'hui. Il n'empêche que je veux vous montrer les finances de cette entreprise qui sont intéressantes. En plus, vous voyez, hein, historiquement, dans l'analyse de saisonnalité, DHR traite plus cher en décembre. Donc, habituellement, elle vaut plus cher en décembre. Peut-être que février-mars de l'année prochaine, on reviendra regarder DHR et peut-être voilà, comme ici, on sera peut-être retombé, on peut espérer qu'on soit retombé proche de la courbe de régression, voire même, pourquoi pas, dans la courbe de sous-évaluation. Donc, on viendra regarder à ce moment-là, en février-mars, DHR. Parce que du coup, voilà, elle a une croissance du cash flow que je trouve intéressante. Des très mauvaises années, voilà, bon, c'est. Mais là, les années récentes ont vraiment bien performé. Ce qui va être intéressant, c'est aussi sa croissance de son dividende. On a une croissance à 15%, c'est assez énorme. Donc ça, voilà, moi ça me plaît. Qu'est-ce qui me plaisait aussi? Je voulais vous montrer le Return on Capital Employed. Donc ça, c'est avec quelle efficience est-ce qu'ils vont réinvestir leur cash flow. Et ça, ce que vous voyez, c'est que en fait, tous les indicateurs Return on Asset, Equity, Capital Employed, en fait, tous leurs ratios de performance sont croissants, avec une belle croissance. Et donc ça, moi, je trouve ça vraiment ultra intéressant. Donc c'est pour ça que cette boîte-là, là, je la mets dans ma watchlist, parce que ça me plaît beaucoup. Et les profits, pareil, hein, des profits en croissance à deux chiffres. Donc ça me plaît énormément. Un nombre d'actions légèrement en décroissance, donc c'est-à-dire qu'ils font du rachat d'actions. Ils ont dû faire de l'augmentation de capital pendant un moment et là ils sont en train de se racheter des actions. Des actifs en croissance, donc la dette qui croît, mais les actifs qui croient encore plus rapidement que la dette. Dans une période où on est avec des taux importants sur une boîte qui fabrique des maisons, on se dit qu'il pourrait avoir un problème de dette, et ben c'est pas du tout le cas pour DHR. Donc ça, je pense que ça va être une des rares entreprises de ce secteur qui n'auront pas ce problème de dette. Ce qu'on voit, c'est que le price to book ratio, il est voilà, il est proche de la moyenne de l'industrie. Donc ça se trade un peu plus cher, c'est un peu surévalué par rapport à la moyenne de l'industrie. Mais avec tout ce qu'on vient de voir, je pense que ça se justifie.
Et voilà, le bénéfice par action, très belle croissance. Moi, je trouve ça vraiment voilà, très très intéressant. Alors, ce qui me fait mal, c'est le gauchomètre, hein, et Warren Buffett n'est pas connu pour avoir un excellent gauchomètre, vous allez le voir. On est à 21, donc là pour moi on est vraiment vraiment limite, c'est limite. NVR qui va être le concurrent, un bien meilleur gauchomètre, donc c'est aussi pour ça que moi je suis dans NVR, et en plus qu'il a d'ailleurs des meilleures performances, hein. Donc ce qu'on voit c'est que voilà, moi je le mets dans ma watchlist parce que en ce moment surévalué, c'est ce qu'on vient de voir par rapport à l'industrie, on est en surévaluation. Après ça se justifie quand même, moi je vois des très beaux chiffres dans les dernières années. Donc voilà, je la mets dans ma watchlist. Si jamais elle venait à se rapprocher de sa courbe de régression, à mon avis, j'irai rentrer dedans et je vous le dirai, hein, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Allez, on continue. Donc on était sur la matrice de corrélation. Donc après on retrouve, voilà, j'avais pas vu grand chose d'autre de vraiment intéressant à dire sur sa matrice de corrélation. Ce qu'on voit, c'est que globalement, elle est quand même assez bien diversifiée, hein, et c'est ce qu'on voyait ici. Bon, il est hyper concentré, mais par derrière, il a plein d'entreprises et il se diversifie pas mal, hein. Donc il a une grosse conviction sur des boîtes, Apple, Chevron, voilà, le pétrole. Et après, il se diversifie dans des boîtes assez qualitatives. Et voilà, on retrouve ça dans sa matrice de corrélation. On voit qu'il arrive à se protéger. C'est assez rare, c'est fort. C'est-à-dire qu'il a des boîtes qui sont complètement décorrélées du reste de ses actions. Donc si jamais il a des boîtes qui venaient perdre, ces boîtes-là vont le protéger parce qu'à l'inverse, elles vont réaugmenter. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà, il a un portefeuille intéressant. Après. Ensuite, la matrice risque-bénéfice, je vous rappelle, hein, plus c'est haut, plus c'est performant, plus c'est bas, moins c'est performant. Plus c'est à gauche, plus c'est peu risqué. Et plus à droite, plus c'est risqué. Donc là, ce qu'on voit, pareil, hein, en vrai, il a rien de risqué. Là, on est sur un taux de risque, c'est rien. Ce qui me surprend à titre personnel, c'est qu'il ait des choses qui soient en fait en performance négative. Voilà. Toutes ces boîtes-là, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le Deep Finder. Pour moi, il devrait s'en séparer. Je vois pas trop ce qu'il fait avec ça. Après, c'est toujours le problème du gestionnaire de fonds. C'est pas comme nous, investisseurs particuliers, où je peux aller là, tac, je vais sur mon trading 212, hop, je vends mon action. C'est pas aussi simple que ça. Lui, il gère les fonds de personnes, donc il ne prend pas des décisions aussi simplement. Voilà, mais tout ça, là, si vous étiez investisseur particulier, bah, je me lancerai pas dedans, ça sert à rien. Et enfin, son gauchomètre, voilà. Warren Buffett, t'as beau avoir de belles performances. Pour moi, ce que tu fais, c'est pas du tout de gauche, donc t'as un portefeuille qui déborde, notamment avec Occidental Petroleum et Chevron qui vont venir fortement dégrader ton gauchomètre. C'est dommage parce que t'as de bonnes entreprises avec des bons gauchomètres, mais t'en as aussi vraiment des puantes, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi je vous recommande pas de suivre Warren Buffett. Je sais qu'il est beaucoup aimé sur Internet. Il n'empêche que voilà, il a une performance finalement bonne, mais pas si exceptionnelle que ça, hein. On va avoir des investisseurs particuliers qui peuvent faire beaucoup mieux que ça. Et c'est pas si compliqué. Et en plus, il a un gauchomètre qui, voilà, il détruit la planète, hein. Il est connu en plus, il a fait sa fortune sur des boîtes pétrolières en plus de Apple. Donc voilà, c'est un mec, il a plus de 90 balais, il participe complètement à ruiner l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants, enfin, de la suite, quoi. Donc je vous recommande pas de suivre ce monsieur. Il n'empêche que c'est quand même intéressant de regarder ce qu'il a en portefeuille, de regarder sa stratégie d'investissement. Comme je vous disais, moi, DHR, je garde un œil dessus parce que je la trouve intéressante. Et peut-être qu'en plus, son gauchomètre, s'ils font des efforts, on voit que ça, historiquement, là, ils ont dégradé leur gauchomètre. Mais peut-être que s'ils arrivent à faire des efforts, ils vont avoir un gauchomètre qui pourrait tomber sous les 20. Et là aussi, ça pourrait être un point d'entrée pour moi. De dire, ok, bon, bah, ils ont fait des efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et si leur prix d'action se maintient comme ça, voilà, moi ça va m'intéresser et je rentrerai dedans. Et bien sûr, je te tiendrai au courant si c'était le cas. Allez, salut les gauchistes, je vous dis à la prochaine. Ciao!